La CEDEAO sanctionne ses pays membres tombés récemment dans des coups d'État réunis ce dimanche à Accra. Les chefs d'État de la communauté ont décidé de restreindre les libertés financières et de mouvement des putschistes du Mali et de la Guinée. Le dernier Premier ministre de l'ancien président Blaise Compaoré au Burkina met en place son parti politique, le RPD, Rassemblement patriotique pour le développement, et l'outil, selon Luc Adolphe Thiaw, qui va permettre au Burkina de faire face aux défis actuels. Et puis enfin, c'est fini pour le Tour du Faso, 33e édition. La dernière étape au Kombisiri-Ouaga a été remportée par Gustave Basson. Définitivement, le maillot jaune est porté par la Suisse. Tous les détails en fin de journal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur votre télévision. Sommet extraordinaire de la CEDEAO hier à Accra au Ghana. Des sanctions ont été prises à l'endroit de la Guinée et du Mali qui ont connu des coups d'État ces derniers mois. Les juntes militaires de ces pays sont notamment interdites de sortie hors de leurs territoires respectifs. Aussi, leurs avoirs et ceux de leurs familles ont été gelés. Toutes les précisions avec notre envoyé spécial à Accra, Maxime Jodbombara. Arrivé dans la matinée de ce dimanche 7 novembre à Accra, dans la capitale ghanéenne, le Premier ministre Christophe Dabiré, représentant le président du Faso, a pris part au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet consacré à la situation politique actuelle en République de Guinée et en République du Mali, deux pays dirigés par des juntes militaires suite à un coup d'État. Comme l'on pouvait s'y attendre, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a durci le ton avec la prise de sanctions à l'encontre de ces deux pays. La conférence des chefs d'État a décidé de mettre des sanctions individuelles à l'encontre de toutes les autorités de la transition, et ces sanctions-là concernent donc l'interdiction de voyage, concernent donc aussi le gel de leurs avoirs, et ce sont des sanctions qui sont appliquées aux membres du gouvernement et à toutes les autorités qui sont donc impliquées dans la transition, et également aux membres de leur famille. Et la CEDEAO va donc examiner d'ici le sommet ordinaire qui est prévu le 12 décembre à Abuja, faire le point. S'il n'y a pas d'autres avancées, va aller vers d'autres types de sanctions qui pourraient être peut-être des sanctions économiques et financières. Des sanctions qui, selon le diplomate burkinabé Alpha Bari, découlent d'un constat fait par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO au Mali. Constat selon lequel il n'y a pas une réelle volonté d'aller aux élections comme prévu en février 2022. Pour le cas de la Guinée, la conférence a décidé du maintien des sanctions qui avaient été annoncées le 16 septembre dernier. Ces sanctions sont entre autres le gel des avoirs financiers des membres de la junte militaire et des membres de leur famille, ainsi que l'interdiction de voyager. Oui, pour le cas de la Guinée, les sanctions qui avaient été annoncées le 16 septembre sont maintenues, même si il est vrai que la conférence des chefs d'État a constaté qu'il y a une évolution au niveau de la mise en place d'un gouvernement, que la conférence des chefs d'État a décidé donc non seulement de maintenir ces sanctions, mais demander aux autorités de la Guinée de proposer rapidement un calendrier électoral. Et un médiateur a été nommé en la personne de Mohamed Ibn Chambas en vue de faciliter le dialogue entre la CEDEAO et la partie guinéenne. Diplomate ghanéen, Mohamed Ibn Chambas, ancien patron de la CEDEAO et ancien représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, a donc la lourde tâche de mener à bien la médiation entre la Guinée et la CEDEAO. Selon le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, la conférence des chefs d'État a également condamné de façon unanime l'expulsion du diplomate de la CEDEAO, Amidou Boli, du territoire malien.
Les grands absents à ce sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO sont le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, chef des putschistes en Guinée, pays du reste suspendu des instances de la CEDEAO, et Assimi Goïta, président de la transition malienne. Je vous en parlais en titre. Luc Adolphe Thiaw refait surface sur la scène politique burkinabé à travers un nouveau parti, le Rassemblement patriotique pour le développement RPD, présenté comme un parti de jeunes et qui va contribuer à faire face aux défis auxquels le Burkina est confronté. Luc Adolphe Thiaw était invité de notre dernier journal du dimanche soir. Un extrait. Je suis totalement solidaire des forces de défense et de la sécurité, des VDP, et que je partage la douleur de toutes les familles qui ont eu à perdre tant d'éléments, notamment au niveau des forces de défense et de la sécurité. Bon, vraiment que ceux-là qui ont donné leur vie et ceux qui ont subi les conséquences donc, de ces attaques ne soient jamais oubliés. La sécurité aujourd'hui, elle est essentielle pour tout. J'ai dit une politique, dans le cas présent où nous sommes, notre attitude vis-à-vis de la question sécuritaire doit aller vers un consensus. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y a un camp qui a la vérité, qui a la meilleure stratégie pour enrayer un phénomène qui n'a pas commencé avec le Burkina Faso. Donc, de ce point de vue-là, il faut que nous puissions travailler, il faut que nous puissions trouver d'autres mécanismes politiques pour accompagner dans ce sens ceux qui dirigent. Oui, il y a le dialogue. Il y a un certain nombre d'actions à apporter pour que d'abord ceux qui sont au front d'abord se sentent soutenus par toute la classe politique. Et la classe politique, les organisations de la société civile. Il faut que nous puissions, dans ce sens-là, nous ne devrons pas avoir des conceptions trop tranchées sur la question de la résolution de la crise. J'aime dire, ceux qui ont les meilleures solutions, qu'ils les mettent à la disposition de ceux qui ont aujourd'hui la charge de diriger le pays. Et de la même manière, je l'ai dit, ceux qui ont la charge de diriger leur pays ne devraient pas se retenir de consulter des gens qui ne sont pas forcément de leur bord. Alors, il n'y a pas un camp qui peut gagner contre le terrorisme et contre un autre camp. Je ne le pense pas. C'est dans l'union, c'est dans notre engagement que nous allons pouvoir ensemble, et avec toutes les stratégies opérationnelles, militaires, sécuritaires mises en place, remporter la victoire face à ceux qui nous déstabilisent, face à ceux qui nous combattent avec une telle violence. Ce week-end, l'heure était au bilan du congrès de fusion des partis OSC d'obédience sankariste après la création effective en fin octobre dernier de l'Union pour la Renaissance au mouvement patriotique sankariste Unir MPS. Le comité d'organisation a donc dressé un point. C'était ce samedi à Ouagadougou. Les détails avec Serge Kabouré. Une semaine après la tenue du congrès de fusion qui a vu la naissance de l'Union pour la Renaissance Mouvement Patriotique Sankariste en abrégé Unir MPS, le comité de fusion a fait le point ce 6 novembre. À l'heure du bilan, le comité estime avoir relevé le défi d'une organisation matérielle réussie. Au titre de la mobilisation, nous notons une satisfaction générale en ce sens que vous avez pu le constater, la Maison du Peuple a refusé du monde. Nous avons dû recourir à la magie des technologies de l'information et de la communication en installant des écrans géants en dehors de la cuvette de la Maison du Peuple pour permettre aux nombreux militants qui n'ont pas pu accéder à la salle d'être témoins de cet événement. Au titre de l'hébergement, du transport et des autres aspects, des autres sous-commissions, il a été donné de constater une parfaite maîtrise par les responsables qui ont eu la charge de ces sous-commissions. Le cap est désormais mis sur la restructuration du parti sur le territoire national en perspective des échéances municipales à venir. À court terme, nous avons d'abord la restructuration, c'est-à-dire la mise en place des structures. Parce que vous savez que c'est plusieurs partis qui se sont mis ensemble. Donc il faut travailler à ce que les différents bureaux dans les provinces, dans les secteurs,
dans les villages, ce soit il faut les unifier pour trouver maintenant une seule structure provinciale, communale de village. Donc à court terme, nous avons pour obligation de travailler à pouvoir doter nos communes et nos villages de conseillers unir MPS. Dans les conclusions du congrès de fusion, une motion spéciale avait été faite pour le retour dans de meilleurs délais de Yacouba Isaac Zida, un retour qui se fera selon le triptyque vérité, justice et réconciliation, à en croire le comité. Nous nous inscrivons aussi dans la dynamique prônée par le chef de l'État, qui est que la réconciliation va passer par le triptyque vérité, justice et réconciliation nationale. Si c'est un citoyen et c'est quelqu'un qui veut servir son pays, s'il rentre et que la justice estime qu'il doit répondre, mais il répondra. Il n'est pas au-dessus des lois. Toutes les fusions ne se ressemblent pas et celle de l'UNIR MPS ne s'écroulera pas de sitôt, affirme le président du comité d'organisation qui en veut pour preuve l'implication de la base dans le processus. Toujours selon lui, 2 partis politiques ont déjà approché le nouveau parti dans l'optique d'une adhésion. L'actualité au Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, les 3 membres sanctionnés se défendent avec l'appui du président d'honneur Blaise Compaoré, qui dans une lettre demande au président du parti de surseoir aux sanctions, des sanctions jugées abusives. Vendredi, dans une sortie médiatique, les membres sanctionnés ont pointé du doigt les actions du président Edi Komboego, Michael Toukri et Hyacinthe Sawadgo pour les précisions. Le président du CDP serait entre le marteau et l'enclume. En tout cas, il ne semble plus depuis un bout de temps en odeur de sainteté avec 3 responsables de son secrétariat national chargé de la mobilisation des jeunes que sont Abdoul Karim Baguian, Ghislain Conseïga et Adama Tenderbeougou. Ces derniers l'accusent d'être de connivence avec le parti au pouvoir. Ces membres du bureau exécutif national ont été sanctionnés pour manquement au règlement intérieur du parti, malgré la lettre du président d'honneur du parti Blaise Compaoré qui invite la direction du parti à reconsidérer sa position. Mais après les élections, tous ceux qui sont animés d'une intelligence et d'une honnêteté savent que le président Edi travaille à stabiliser et à maintenir le parti au pouvoir qui est le MPP. Quand on est chef de file de l'opposition, quand on est chef de parti d'un parti de l'opposition, nous sommes les porte-voix des sans-voix. Le MPP a mal à sa gouvernance. Ce n'est pas moi qui le dis, même les feuilles des arbres là le connaissent. Pour les frondeurs du parti, Edi Komboego n'est plus l'homme de la situation au CDP au regard de son silence qu'il qualifie de coupable face à la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Ces derniers estiment par conséquent que le président du CDP doit rendre le tablier. Partout où on passe, les gens nous interpellent. L'autre, vous nous avez trahis. Il n'y a plus d'opposition au Burkina. Le président Edi ne s'oppose pas. Le président Edi soutient le MPP. Et le président Edi, s'il est honnête, dans son téléphone, dans son compte WhatsApp, s'il est honnête, il va montrer des audios que moi, l'autre, je l'ai transféré. Que les commerçants m'ont envoyé et d'autres personnes m'ont envoyé pour s'offusquer de la gestion du président Edi. Si lui-même, il était cohérent avec lui-même, il devait tirer les conséquences. Quand on est responsable, et au fur et à mesure, on se rend compte que ceux qui sont avec toi sont en train de se retirer, tu dois même te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Comme il ne le fait pas, nous allons demander et nous allons marcher, demander son départ. La machine de contestation contre le président Edi Komboego à la tête du CDP est lancée d'ici les conférenciers. Il annonce par ailleurs que dans les jours à venir, une marche de protestation sera organisée pour réclamer son départ à la tête de l'ancien parti au pouvoir. Les rideaux de la 18e semaine nationale de la citoyenneté SENAC sont retombés vendredi dernier à Ouagadougou. Cette édition 2021 était placée sous le signe de la contribution du citoyen au processus de réconciliation. La cérémonie de clôture était présidée par le chef de l'État, Rochma Christian Kaboré. Les images avec Sanata Serré. Ouvert le 3 novembre dernier à Ouagadougou, la 18e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté numérique SENAC
a permis une fois de plus de promouvoir les valeurs de citoyenneté au Burkina Faso. Tribune de sensibilisation des populations sur les valeurs de cette idéologie, la CENAC 2021 s'est déroulée autour de la contribution des citoyens au processus de réconciliation nationale. Pour le président du Faso, ce thème combien évocateur tombe à pic du moment où il met le peuple burkinabé face à sa responsabilité dans l'édification d'un Burkina Faso réconcilié. Le besoin de réconciliation est perceptible et nécessaire à tous les niveaux. Je suis conscient et je partage les souffrances de nos compatriotes des villes et des campagnes. C'est pourquoi, tout en travaillant à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, je réitère mon engagement à faire la réconciliation nationale une priorité. Je suis convaincu que l'aboutissement heureux de ce processus de réconciliation nationale que nous appelons de tous nos vœux permettra de panser les plaies, d'apaiser les cœurs et de remobiliser les Burkinabés autour des chantiers de développement pour un mieux vivre ensemble. Pour ce faire, j'invite chacun à faire une autocritique de ses actes, un diagnostic sincère de son comportement et une évaluation de sa contribution en lien avec les valeurs du civisme, de la citoyenneté et de la paix. Durant ces 72 heures, plusieurs activités ont été menées pour marquer cette 18e édition de la CENAC. Il s'agit entre autres d'activités de sensibilisation, de plaidoyer et d'interpellation à travers des rencontres d'échange et de partage d'expériences et une journée du drapeau. J'ai particulièrement apprécié l'initiative de la Journée nationale du drapeau qui nous a permis en l'espace de l'exécution de l'hymne national de taire nos divergences pour nous mobiliser autour du drapeau, symbole de l'unité et de la souveraineté de notre peuple. Je souhaite que ce sens élevé de la conscience nationale soit toujours au cœur de nos actions, comme le veut l'esprit du message porté par les symboles de l'État. Je salue également l'initiative du dialogue intergénérationnel, une véritable tribune d'échange et de partage d'expériences. Je félicite et remercie les personnalités qui ont animé ce dialogue intergénérationnel et qui ont, par la même occasion, amené les populations en général et les jeunes en particulier à prendre davantage conscience de l'importance des valeurs sociales, socle du vivre ensemble des communautés dans notre pays. La 18e semaine nationale de la citoyenneté était aussi la récompense des lauréats des différents jeux concours. Sur 1251 candidats au concours sur le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire, 42 lauréats ont été primés, dont 39 au niveau des régions et 3 sur le plan national. Quant au concours de l'arrondissement le plus éco-citoyen de la ville de Ouagadougou, c'est l'arrondissement 12 qui a remporté le prix. Aussi, des prix d'encouragement ont été décernés à des personnes physiques et morales qui se sont distinguées par leur civisme et leur engagement. Le ministère burkinabé en charge de l'économie et des finances a signé jeudi dernier à Ouagadougou une convention avec des partenaires français au profit de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina. Cela va permettre d'accompagner l'opérationnalisation de cette caisse afin de financer des projets de développement au Burkina. Tous les détails avec Abdelrahmi Nini. Cette signature de convention marque l'engagement des 3 partenaires français à soutenir la mise en place de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso. Il s'agit de la Caisse des dépôts et consignations de la France, de l'Agence française de développement et de Expertise France. Les responsables de ces structures, après avoir rencontré les autorités burkinabées, ont été imprégnés de l'importance de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso. Ils marquent donc leur soutien pour son opérationnalisation. Le ministre a réaffirmé toute l'importance qu'il accordait à la Caisse des dépôts du Burkina Faso, qui est un projet qui aujourd'hui prend corps, prend réalité et que nous accompagnons depuis ses débuts. Et ces 2 jours de visite nous ont permis de voir des avancées très fortes dans le projet de Caisse des dépôts et dans la réalisation qui sont bientôt être mises en œuvre. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a exprimé sa satisfaction face à cet engagement des partenaires. Pour lui, l'opérationnalisation de sa structure permettra de financer des projets structurants pour un développement durable au Burkina Faso. De manière à ce que nous puissions, dans les mois qui viennent, commencer à voir les réalisations des routes, des bâtiments, des écoles, des centres de santé qui ont été financés par la Caisse des dépôts et consignations. Il y a plein de projets qui sont dans le pipeline parce que la Caisse des dépôts et consignations sera l'instrument qui permettra de centraliser l'épargne intérieure et de l'utiliser en soutien aux politiques publiques.
le financement du plan national de développement économique et social, le financement des plans communaux de développement, le financement des plans régionaux de développement, etc. Tout ce qui a comme projet structurant, mais avec des capitaux burkinabés. C'est une grande avancée dans l'histoire de notre pays. Notons que la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso est un établissement public à statut spécial créé en mai 2017. Elle est dirigée par l'ancien Premier ministre Paul Kabatieba et son contrôle est assuré par l'Assemblée nationale. Son objectif est de centraliser l'épargne institutionnelle afin de financer des projets de développement. Le président du Conseil régional du Centre, Éric Thiemtoré, était ce vendredi sur le site d'Expo Yelba. Il y a rencontré des exposants soutenus par le Conseil régional justement. Sur place, les différents stands des artisans font la promotion et la valorisation du pagne Faso d'Anfani. Le point, les images avec Abdoulaye Migné. Sur le site de l'Expo Yelba, stand après stand, Éric Thiemtoré, président du Conseil régional du Centre, échange avec les exposants et s'imprègne de la réalité du marché. Pour cette édition, ce sont 19 stands qui ont été mis à la disposition des artisans de la région par le Conseil régional. Une manière de les soutenir et faire la promotion de ces artisans de la région. Cela pour permettre à ces braves femmes, à ces braves hommes qui n'ont pas l'occasion de disposer de moyens, quelquefois pour exposer leurs produits, de le faire. Et nous avons jugé bon ne pas rester seulement au bureau, mais de venir aussi les encourager, les soutenir et leur expliquer que l'objectif premier, ce n'est pas se faire d'abord de l'argent, mais c'est de se créer une visibilité. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'apparition de la pandémie à Covid-19, ils n'ont pas eu la chance de sortir pour aller à l'extérieur et nous n'avons pas voulu les maintenir dans une certaine léthargie. C'est pourquoi à chaque fois que de besoin, quand il y a une exposition, nous en tout cas faisons l'effort de mettre des stands à leur disposition. Et c'est avec fierté que nous le faisons. L'occasion est belle pour les artisans de présenter leur travail et de faire connaître les différents produits issus du coton visant à valoriser et promouvoir le Faso d'Anfani. Nous faisons des accessoires pour hommes, des boutons de manchette, des cravates, voyez, des boucles d'oreilles, toujours en Faso d'Anfani. Nous faisons des sacs à main. Ça, c'est un sac à langer pour bébé. Nous faisons des bavoirs pour bébé. Et puis également des protèges carnés pour les passeports, voilà, pour les voyages. Les exposants ont tous salué cette démarche du président du Conseil régional. Pour eux, cette visite des autorités régionales est une opportunité pour valoriser leurs produits. Une très belle démarche parce qu'il y a beaucoup de talent au Burkina Faso. On transforme le coton vraiment sur beaucoup d'articles et c'est l'occasion pour nous en fait de rencontrer nos autorités, nous faire connaître et aussi ils nous connaissent. Et ça permet aussi quand ils sortent de dire voilà dans mon pays nous faisons ça. Également c'est pas eux qu'ils feront nos promotions, notre promotion vraiment auprès d'autres autorités et vraiment auprès d'autres personnes en fait qui désirent certains produits qui ne savent même pas que ça existe ici. Voilà. Les exposants ont par ailleurs souligné la morosité du marché, mais surtout le manque d'affluence sur le site de l'exposition. Ils accusent le manque de communication autour de l'événement. L'Expo Yelba, qui a débuté le 4 novembre, referme ses portes le 7 novembre 2021. Du cinéma, dans ce journal, le film du réalisateur burkinabé Boubacar Diallo, le film Les Trois Lascars, prix spécial CEDEAO à la récente édition du FESPACO est à l'affiche depuis vendredi dans les salles de ciné au Burkina. Avant la grande première de ce film, Canal+ Burkina a créé un cadre de rencontre entre les élèves de l'Institut supérieur de l'image et du son, ISIS, et l'un des acteurs du film, Issaka Sawadgo, les images et toutes les précisions avec Mamétri Anakamabou. C'est une salle de cinéma archi-comble à l'avant-première du film Les Trois Lascars. Ce film, tant attendu par les Burkinabés, a connu son lancement officiel ce vendredi 5 novembre 2021. Les Trois Lascars, c'est l'histoire de trois amis sous la pression de leur maîtresse, organisent une virée extra-conjugale hors de Ouagadougou. Une mission à Abidjan est l'alibi parfait auprès de leurs femmes.
Malheureusement, ils apprendront à leurs dépens que l'avion qu'il était censé emprunter pour la capitale ivoirienne a craché et qu'il n'y a pas de survivants. Un long métrage coécrit par Boubacar Diallo et Axel Guyat. Et pour l'avant-première, toute l'équipe qui a travaillé sur cette production était présente pour expliquer aux cinéphiles l'ambiance et le contexte du tournage du film. Que le public africain s'approprie ce film, que ça fasse un phénomène et que ça ouvre la voie, que ça crée une dynamique pour que d'autres productions de tous les autres pays puissent emprunter le chemin, que le film puisse sortir simultanément dans toutes les capitales, au moins d'Afrique francophone, en attendant que des partenariats, des ponts puissent se tisser avec les pays anglophones comme le Nigeria. Donc c'est déjà un grand pas et on espère vraiment que ça va ouvrir la voie, c'est ça notre attente, pour que justement, pour progressivement ramener le public en salle, pour que le cinéma puisse enfin démarrer en Afrique. L'excellente comédie ivoiro-burkinabé d'1h30 a bénéficié du soutien de Canal+. Selon le directeur général de Canal+ Burkina, le réalisateur a fait un travail impeccable dans la direction de ses acteurs qui ont été remarquables dans leur jeu. Après ce lancement officiel, le film est projeté dans des salles de cinéma dans 11 pays d'Afrique. Le scénario était très bon, c'était drôle, c'était bien trouvé, il y avait une belle morale, surtout c'était très bien joué et sur un plan technique c'était vraiment incroyablement millimétré. Donc on invite toutes les populations de tous les pays dans lesquels il sera sorti, mais surtout les Burkinabés, à aller voir ce film en salle. Bien sûr qu'il sera diffusé sur nos chaînes parce que c'est un film qui est excellent. Moi j'ai eu la chance de le voir 2 fois aujourd'hui, mais n'attendez pas qu'il soit disponible sur Canal+. Allez le voir au cinéma, surtout je vous promets que vous allez passer un très bon moment. Et avant la grande première de ce film, Canal+ Burkina a organisé dans la matinée de ce vendredi une rencontre entre les étudiants de l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS et l'acteur burkinabé Issaka Sawadogo. Donc il est là pour former des jeunes étudiants de l'ISIS pour qu'ils deviennent demain des réalisateurs et des techniciens du cinéma compétents et polyvalents et qu'en tant que doyen, ils fassent passer cette expérience. Et nous, Canal+, on est très heureux de créer le cadre pour que cette formation puisse avoir lieu. C'est une première parmi de nombreuses autres qui vont suivre puisque notre ambition, c'est de nous rapprocher de l'ISIS pour créer un partenariat extrêmement serré. Cette rencontre a permis à ces étudiants de comprendre les enjeux et les défis qui se présenteront à eux dans le futur. Un rendez-vous qui a été salué à sa juste valeur par les premiers responsables de l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS. C'est une très belle opportunité pour nous et nous saluons cette initiative à sa juste valeur. Nous souhaitons que, à partir de cette première séance de formation, que nous puissions déjà travailler à mettre en place quelque chose d'institutionnel, c'est-à-dire de périn, de sorte que de façon régulière, que nous puissions avoir ce genre d'activité de masterclass au profit de nos étudiants. Le film Les Trois Lascars arrive après Le Bonnet de Mobibo, une autre comédie à succès du réalisateur burkinabé. Ce film a remporté le prix spécial CEDEAO du meilleur film de West africain sur l'intégration lors de la 27e édition du FESPACO. Et puis cyclisme pour terminer, Gustave Basson, comme annoncé en titre, a remporté ce dimanche la 10e et dernière étape du Tour international du Faso, étape donc courue entre Kombisiri et Ouaga, 128 km. Et puis pour cette compétition édition 2021, le maillot jaune de la compétition donc reste finalement propriété suisse avec Daniel Bichmann. Le Burkina Faso se contente du maillot du meilleur jeune de la compétition. Tous les détails avec Assami Thiam Touré. C'est fini pour la 33e édition du Tour du Faso. Pendant 10 jours, les coureurs ont parcouru 10 étapes à la recherche du maillot jaune, le maillot le plus convoité. Ce maillot qui a tant changé de porteur au moins 7 fois est finalement revenu à Daniel Bichmann de la Suisse. Malgré la victoire du Sud-Africain à cette dernière étape, le Suisse conserve le maillot le plus convoité. Wouter Rutger de l'Allemagne perd son maillot vert, le maillot au point au détriment de Hamza Yassine de l'Algérie. Hamza conserve également son maillot des points chauds. Le Burkina Faso termine avec le maillot du plus jeune de la compétition. Conscient que le maillot
maillot jaune n'était plus possible, les Burkinabés étaient plus focalisés sur la victoire à la dernière étape. Malheureusement, les 3 équipes du Burkina Faso terminent avec une seule victoire d'étape. J'ai tenté d'attaquer le maillot jaune pour récupérer le maillot. Bon, malheureusement, l'équipe du Maroc a ramené. Jusqu'à présent, je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais bon, c'est le vélo. Il nous prive d'une belle victoire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a travaillé aussi pendant l'étape. Pour ma part, en tout cas, j'ai pu aider mon coéquipier Kondé Souleymane pour qu'il puisse prendre les points chauds, pour vraiment grappiller les secondes qui lui manquaient pour revenir sur le podium. Normalement, je pense qu'il revient à la 2e place au classement général. Donc vraiment, c'est un bilan satisfaisant d'avoir un coureur sur le podium et un autre dans le top 5, malgré le fait qu'on n'ait pas le maillot jaune. Au classement général, le Burkina Faso prend la 3e place grâce à Souleymane Koné. Il a 28 secondes de retard sur le porteur du maillot jaune. Paul Domon, lui, est classé 5e avec 45 secondes de retard. Avec une vitesse moyenne générale de 46 km/h, le Tour du Faso a été d'un niveau assez élevé selon le directeur technique national. Pour lui, des leçons sont à en tirer. C'est vrai, nous avons eu une étape. Nous avons eu le maillot officiel aussi des jeunes avec Paul Domon. Mais je dois être honnête, nous n'avons pas eu les maillots comme objectif recherché au début, à savoir le maillot jaune. On n'a pas eu aussi le maillot vert, nous n'avons pas eu aussi le maillot des sprints intermédiaires. Mais du reste, nous sommes revenus 3e au général et je pense que c'est bon à prendre. Donc, de l'ensemble, je peux résumer. D'une part, la compétition qui était haute nous a donné des leçons et d'autre part, nous avons fait ce que nous avons pu compte tenu, par exemple, de la compétition qui a été très relevée. Organisé dans un contexte sanitaire et sécuritaire difficile, le président du comité d'organisation s'en réjouit pour la réussite de l'événement. Sceptique au départ, le Tour a pu parcourir les régions ciblées et pour lui, c'est un objectif atteint. Vraiment, on est très satisfait. On est très satisfait du contexte que vraiment, vous voyez que tout simplement, il y a le contexte du Covid qui est là, il y a le contexte de l'insécurité qui est là, et avec tout ça, du début jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème majeur. Donc vraiment de ce côté, je peux dire que dans le côté organisation, vraiment, moi, comme président de la commission nationale, je suis satisfait. Les équipes qui sont venues aussi, vraiment étaient trop à la hauteur. Et nos cyclistes étaient à la hauteur. Mais bon, c'est le meilleur qui a gagné. Donc dans l'ensemble de l'organisation, le Burkina a gagné. C'est donc fini pour cette 33e édition du Tour international du Faso avec le Maroc qui prend la première place au classement par équipe, suivi du Burkina Faso et de la Hollande. Et voilà pour ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine de travail. Portez-vous bien. Je vous retrouve demain à 13h.